Oui, Madame la vice-présidente, je ne sais pas si vous m'entendez bien d'abord. Si, parfait. Merci. Je voudrais moi aussi, comme ça a été souligné par les orateurs précédents, saluer les deux personnalités qui quittent la région aujourd'hui, à savoir bien sûr Virginie Calmels, qui je souhaite bon vent pour la suite, et je voudrais la remercier pour le combat qu'elle a mené avec le panache qu'on lui connaît à l'occasion de la dernière campagne régionale, et puis souhaiter également bonne chance à titre personnel et pour la conduite de son mandat à Éléonore Monconduit pour présider à la destinée de Poitiers, cette ville qui m'est chère. Sur la délibération modificative, délibération qui doit, nous avons beaucoup parlé, Andrea, lors de la commission des finances, je vais essayer d'être très synthétique et rapide, une délibération qui doit tous, je crois, nous inciter à la pondération et à la modération, tant sans doute dans les critiques que vos opposants pourront formuler, que dans les commentaires louangeur de la majorité, même si j'ai noté chez Andrea que vous aviez ce ton de la modération et à mon avis de la pondération qui s'impose. Moi, je pense qu'il faut, pour sortir un peu des chiffres qui sont toujours un peu compliqués pour celles et ceux qui nous font le plaisir et l'honneur de nous écouter, en dehors de ces murs, je pense qu'il y a trois questions à l'origine de cette délibération modificative que l'on peut se poser. La première, c'est la région, effectivement, était-elle prête à aborder une crise telle que on la connaît, avec la violence qui la caractérise. La seconde question, c'est est-ce que notre plan est efficace? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux? Et puis la troisième question, c'est quelles seront les conséquences financières post-crise pour la région et avec quels moyens d'action pour le prochain mandat, puisque nous sommes très proches de l'issue du mandat actuel. Alors, j'ai pas évidemment de réponse définitive à ces trois questions, mais quelques observations. La première, la région était-elle prête? Je pense que c'est certain que notre région a souffert pendant ces 3 années et demie, ces 4 années qui nous séparent du début du mandat. J'ai la conviction que l'ancienne région, en tout cas dans l'ancienne mandature, aurait été mieux armée pour affronter cette crise avec davantage de marge de manœuvre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors les causes, on les connaît, elles sont multiples, parfois exogènes. Vous me direz la crise de Poitou-Charentes, les difficultés dans nos relations avec l'État pour obtenir des marges de manœuvre supplémentaires, mais aussi, j'en suis assez persuadé, pour des raisons endogènes. Sans doute avons-nous trop tardé à réformer, restructurer en profondeur le fonctionnement de notre région, qui a fait, je crois, empiler des structures et des coûts dont nous payons aujourd'hui en partie le prix. Et donc, je pense que, sans esprit de polémique, mais c'est vrai que cela doit nous faire réfléchir. Je pense que pendant ce mandat, la région s'est fragilisée financièrement. Et c'est, je crois, quelque chose que nous devons tous ensemble méditer pour l'avenir. Le plan est efficace et à la hauteur des enjeux, nous l'espérons. Nous l'espérons, Andrea, avec vous. Mais encore une fois, il est sans doute difficile en quelques minutes de synthétiser les chiffres, les plus et les moins. Et franchement, si on ne se mais pas à regarder dans l'extrême détail, et encore parfois on a un peu de mal à se retrouver. On a du mal au fond à concrétiser, à objectiver l'exact effort financier de la région supplémentaire par rapport à la situation primitive du budget. Vous nous dites ici, et nous en prenons acte, nous libérons 124 millions d'euros d'autorisation de paiement. Alors, ça ne veut pas dire des autorisations de paiement, 124 millions d'euros d'argent frais qui va être
libérées par la région sur 2020. Hein. C'est des autorisations pluriannuelles, donc qui vont s'étaler dans le temps. En revanche, nous ouvrons 71 millions de crédits de paiement pour 2020 pour permettre, j'imagine, d'effectuer et de payer ce que nous devons aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Ces 124 millions s'ajoutent au plan d'urgence premier du budget supplémentaire initial. Et donc, on peut, pour avoir les ordres de grandeur, estimer que les deux plans d'urgence et de relance forment un tout à 240 millions d'euros et 124 millions d'euros à l'occasion de cette délibération modificative ou de ce deuxième budget supplémentaire, comme vous le qualifiez vous-même. Mais de l'autre côté, et vous l'avez aussi dit, et à côté de ces 71 millions de crédits de paiement supplémentaires, nous annulons 132 millions d'euros de crédits de paiement, c'est-à-dire de dépenses effectives qui auraient dû être dépensées en 2020 et que nous reprenons. 130 millions d'euros, c'est énorme. Alors vous passez très vite sur le sujet. Là aussi, je ne vais pas faire trop long, mais il faut se rendre compte ce que c'est que d'annuler 130 millions d'euros de dépenses, dont 70% d'investissement. Alors vous nous dites que cela correspond à des dépenses qui ne pourraient pas de toute façon être dépensées dans le cadre de cette année compte tenu du contexte et des retards pris sur les différents chantiers. Je suis tout prêt à le croire. Néanmoins, je regrette que, comme d'ailleurs nous avons évoqué à un moment donné en commission, nous n'ayons pas eu en tout cas un échange un peu plus approfondi sur les décisions et les choix de ces suppressions de ces 132 millions d'euros, parce que c'est pas une paille d'annuler 132 millions d'euros d'un coup. Et quand on voit que, par exemple, on supprime 12 millions d'euros sur la construction des lycées, 3 millions d'euros sur les CFA, on se dit aussi que ça aurait pu être de l'argent utile pour nos artisans, nos entrepreneurs dans le cadre de la crise, et que c'est aussi, en quelque sorte, c'est des crédits qui servent ou auraient servi à la relance que nous annulons. Donc ce travail d'identification ligne à ligne, il est présent dans le document, il a été fait. Je regrette davantage que nous n'ayons pas pu avoir une vraie discussion sur le fond de ces suppressions, et j'espère effectivement que ce n'est pas de l'argent qui aurait pu être injecté à bon escient dès 2020 dans notre économie régionale. Enfin, une autre déception, mais je laisserai Jean, car c'est sa marotte, Dionys, en parlait mieux que moi tout à l'heure, mais effectivement, nous avons du mal à nous y retrouver dans les économies qui sont réalisées en 2020, compte tenu aussi de la crise, notamment sur les questions de transport, où il est évident que nous devrions récupérer des marges de manœuvre par rapport à des actions qui n'ont pas été réalisées par nos contreparties. Et donc voilà, un débat qui reste ouvert sur son efficacité, l'efficacité de ce plan, de nos moyens financiers. Les moyens financiers, ils sont là, je ne les conteste pas. En même temps, il faudra, et je l'espère que peut-être pas dans ce mandat-là d'ailleurs, mais que nous pourrons trouver les moyens d'objectiver l'efficacité de notre plan et des mesures et des moyens financiers mis en œuvre en termes concrètement de sauvegarde de l'emploi ou de sauvegarde d'un certain nombre d'entreprises de notre tissu. Il faudra, je trouve, que nous trouvions les bons critères pour mesurer l'impact financier de la région sur la préservation de nos entreprises et de l'emploi. Et puis troisième sujet, pour finir, les conséquences financières pendant cette crise et avec quels moyens d'action pour le futur. Vous en avez parlé, nous reprenons 38 millions d'euros sur notre emprunt annuel, mais il faut là aussi garder un chiffre en tête. Nous allons sans doute avoisiner comme emprunt nouveau cette année les 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour accompagner toutes les mesures que nous prenons. C'est 3 fois plus qu'en 2019. Et cela va nous conduire évidemment à dégrader, vous l'avez dit aussi, très nettement nos ratios financiers et économiques que nous suivons le début du mandat, notamment sur l'épargne brute qui sans doute à la fin de l'année sera en dessous de 10% avec un objectif initial de 20%. Alors même si évidemment les objectifs initiaux ne tiennent plus, mais c'est un fait. Et puis notre capacité de désendettement qui sans doute excédera 10 ans ou pas loin à la fin de l'année, alors que le seuil d'alerte est considéré déjà au-dessus de cette année. Et donc nous voyons bien que nous aurons à nous poser sur la façon dont
nous allons pouvoir progressivement réatterrir et faire réatterrir la région et revenir vers une trajectoire plus positive, en tout cas pour la région. Ce sera l'enjeu de la fin du mandat, peut-être l'enjeu du suivant, pour comprendre et avec quels moyens, sans doute aussi un effort de l'État supplémentaire qu'il faudra aller chercher, mais la région puisse revenir dans des clous et en tout cas dans des eaux plus sereines pour son avenir, puisque effectivement une région n'est pas faite pour être endettée, une région est faite pour investir, pour pouvoir mettre en place ces politiques régionales dans les domaines de compétences qui sont les siens, et qu'aujourd'hui, effectivement, cette marge de manœuvre, cette vision sur l'avenir, eh bien, nous ne l'avons pas, même si il est sans doute encore trop tôt, puisque nous sommes encore dans la crise. Pour avoir cette vision, j'attire l'attention de l'Assemblée pour que nous puissions assez vite, une fois revenu, j'espère, le calme dans les prochains mois, revenu pour que nous puissions mettre en place ces outils de mesure de notre efficacité de plan de relance et puis ces trajectoires nouvelles pour revenir à des normes plus acceptables en termes d'endettement de notre région. Voilà pour moi, cher Andrea, pour les commentaires de cette délibération modificative.